de l'allopurinol. Mais par la suite, je voudrais mettre l'accent sur justement les processus physiopathologiques qui ont permis de comprendre que les hyperuricémies sont donc la plateforme donc, de cette maladie que l'on connaît, qui est la goutte, mais également vont avoir des effets dont il faut tenir compte, surtout pour la prise en charge thérapeutique. Donc, au plan épidémiologique, c'est 5 à 15% de la population qui est atteinte. Généralement, jusqu'à avant la ménopause, la femme a beaucoup moins une fréquence beaucoup moins élevée que chez l'homme. Par contre, après la ménopause, donc, pratiquement, c'est une prévalence égale parce qu'il y avait une protection par les oestrogènes. Donc, l'homme, c'est dans 90% des cas. Et le plus souvent entre 30 et 50 ans, et la femme après la ménopause. Donc ici, pour cette diapositive, vous montrez qu'en fait, plus le taux d'acide urique est élevé, et plus on a de chances de développer des complications qui sont principalement la goutte et la néphropathie, donc uratique ou goutteuse. Donc l'acide urique est produit de façon essentiellement hépatique, hein, ce n'est pas l'apport alimentaire, c'est essentiellement une origine endogène par dégradation des acides nucléiques endogènes. Dans un second temps, l'origine alimentaire intervient aussi, et c'est la dégradation des acides nucléiques issus de l'alimentation. Voici sur cette diapositive, vous avez un pool miscible de 1000 mg, et vous voyez qu'il y a pratiquement 60% donc de ce pool qui est échangeable. Donc, entre les entrées sont, comme je vous l'ai dit, le catabolisme des acides nucléiques alimentaires, le catabolisme des acides nucléiques cellulaires, qui est très élevé dans le cas donc de maladies d'hémopathie maligne ou de cancer, et les purisynthèses de novo qui ont lieu essentiellement au niveau du foie. Les sorties sont en grande majorité ont lieu au niveau des reins, avec une élimination à moins de 600 mg quand on prend un régime hypouricémiant et à moins de 800 sous régime libre. Une faible partie est éliminée par uricolyse intestinale. Donc je vais essayer de passer pour ne pas... ici, j'ai un peu résumé. Donc vous voyez qu'au niveau des étiologies des hyperuricémies, elles peuvent se passer aux différentes phases donc, du processus de purinosynthèse et d'élimination. Mais il faut savoir que 90% des hyperuricémies sont dues non pas à un excès d'apport, mais à un trouble de l'élimination, ce qui doit faire totalement reconsidérer la prise en charge thérapeutique, et je pense que c'est sur cela que je vais insister. Donc, 25 personnes sur 100 auront une chance ou une malchance de développer une hyperuricémie. Et sur ces 100 personnes, une aura une goutte ou une maladie arthropathique rénale. Et sur ces 100 personnes goûteuses, il y en a 50 qui auront des complications assez sévères. Donc je pense que c'est un groupe de maladies qui mérite d'être pris en charge relativement tôt. J'insiste sur ce point parce qu'on a un petit peu été déboussolé par une discussion sur le fait qu'il ne fallait pas traiter systématiquement les hyperuricémies du fait des effets secondaires des médicaments, on en parlait, mais non, plus on traite tôt et mieux on aura de chances d'éviter ces types de complications. Donc là, M. Alami pourra peut-être nous en parler tout à l'heure. L'hyperuricémie influe également énormément sur les maladies cardiovasculaires. Dans le cadre du syndrome plurimétabolique, il y a effectivement une association entre hyperuricémie, pratiquement va prédire le développement d'une hypertension artérielle. Et l'association aussi de l'hyperuricémie et de l'athérosclérose coronarienne est très fréquente. L'association de la morbidité cardiovasculaire avec l'hyperuricémie, les événements de morbidité cardiovasculaire, et l'association de l'hyperuricémie et de l'atteinte rénale, caractérisée aussi par une artériosclérose et une glomérulosclérose. Donc, en fait, l'hyperuricémie intervient comme élément inducteur de l'hypertension artérielle. Là, je vais aller très vite, vous connaissez tous. L'hyperurie symptomatique, c'est le chef de ligne, c'est la goutte, la fameuse maladie donc, qui intervient par une atteinte primaire au niveau du gros orteil.
Les lithiases d'acide urique, dont on ne tient pas souvent compte, et il faut vraiment tenir compte que une grande majorité des insuffisants rénaux ont souvent un problème donc, de lithiase urinaire, donc avec néphropathie urique aiguë ou néphroangiosclérose. Donc cette goutte primitive est la plus fréquente. Je vous fais grâce des déficits enzymatiques qui sont relativement rares. Voilà des malades qui sont à un stade avancé de la maladie goutteuse avec les fameux TOFI dont on va parler brièvement. Donc c'est des développements aussi bien en intra-articulaire que dans les tissus mous autour de l'articulation. Donc cet accès goûteux va être déclenché très fréquemment par des excès alimentaires, d'alcool, un traumatisme ou une infection, parfois aussi par des médicaments. Donc il faut en tenir compte et connaître la liste des médicaments qui peuvent induire ce type d'atteinte chez des personnes prédisposées. Et donc la douleur survient après un syndrome prodromique, en général la nuit, avec une impotence, de la fièvre et extrêmement invalidante. Les localisations, c'est le genou, les chevilles ou le pied, mais c'est avant tout le gros orteil. Très souvent, ça prédomine au gros orteil et ça accompagne pratiquement le malade durant toutes ces crises. Mais sachez qu'une douleur de l'épaule ou de la hanche n'est presque jamais goûteuse, même si vous avez une hyperuricémie. Donc les gouttes secondaires, il ne faut pas les négliger, et les gouttes secondaires sont également de plus en plus fréquentes, associées à des insuffisances rénales chroniques, et les néphrologues donc, ont constamment à gérer ce type de problème, d'autant que l'allopurinol est source d'effets secondaires et pratiquement contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale, donc c'est un problème à gérer qui est assez difficile à gérer par les néphrologues. Les hémopathies malignes. Et vous savez qu'avant de commencer une chimiothérapie, on fait toujours une diurèse alcaline pour éviter justement cette fameuse crise goûteuse au moment du démarrage de la chimiothérapie. Le psoriasis étendu du fait de la lyse cellulaire importante, mais il peut aussi être iatrogène, l'excès d'utilisation des diurétiques, l'aspirine, même à faible dose, et là, moi j'aimerais bien qu'on en discute aussi avec M. Alami, les chimiothérapies, le pyrazinamide et l'éthambutol qui sont encore utilisés dans le cadre des quadrithérapies de façon très fréquente chez nous dans le cadre de la tuberculose. Pardon. Donc pour les formes cliniques, je passe brièvement, elles peuvent être soit topographiques avec diverses atteintes, mais retenez l'histoire de la hanche et de l'épaule, je pense que c'est très important dans le cadre de notre pratique quotidienne, ça n'est pratiquement jamais une goutte. Elle peut aussi imiter un tableau infectieux, genre pseudophlegmoneuse avec une hydarthrose chronique ou être polyarticulaire. Donc les examens complémentaires, on va revenir dessus, ça ce sont les examens de routine, et vous voyez que ce qui est très important, c'est d'avoir donc une uricémie, mais sachez qu'elle peut être normale, cette uricémie, et que ça n'élimine absolument pas une goutte. Et si on a du liquide synovial et qu'on a la lyse, il est très très inflammatoire, à plus de 5000 globules blancs par millimètre cube, et avec présence de cristaux d'urate de sodium. Ces tophus que je vous ai montré en photo tout à l'heure, en fait, ce sont des concrétions sous-cutanées, dures, parfois ulcérées, très disgracieuses, et donc une sorte de bouillie crayeuse avec donc des sièges électifs au niveau des articulations ou en para-articulaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voici des images qu'on n'oublie pas, de gouttes tophacées chez des personnes qui ont une maladie goutteuse évolutive depuis au moins 10 ans. Il y a aussi les arthropathies uratiques, il faut savoir y penser, parce qu'elles sont assez insidieuses et elles peuvent prêter à confusion, donc posent des problèmes de diagnostic différentiel, en particulier avec des polyarthrites chroniques. Et donc là, il faut se baser aussi sur la radiologie, qui très souvent est normale en cas de goutte, mais qui est marquée par des développements de lésions extrêmement destructrices au cours de l'évolutivité de la goutte, avec par exemple au niveau des pieds, le fameux aspect hérissé, du pied, ou appelé aspect en hallebarde, des lésions qui sont très irrégulières, très destructrices également au niveau du carpe.
Donc l'atteinte rénale, c'est toujours la discussion, est-ce que c'est une cause, est-ce que c'est une conséquence de la goutte? Bon, l'essentiel, c'est que c'est dans le cadre de l'insuffisance rénale, la goutte est extrêmement difficile à traiter, sauf quand le patient arrive au stade de dialyse, où là, bon, de toute façon, c'est la dialyse qui règle le problème. Alors, il y a de nouveaux critères diagnostiques, en particulier de la goutte. C'est les derniers critères de l'EULAR de 2016, où on intervient par des critères d'entrée, Donc là, il faut que le patient ait connu au moins un épisode de gonflement articulaire, de sensibilité ou de douleur dans une articulation périphérique ou dans une bourse synoviale, avec des douleurs typiques. Il faut aussi qu'il y ait présence de cristaux d'urate de sodium dans une articulation ou une bourse synoviale asymptomatique, mais aussi dans un tophus. Si on trouve ces cristaux, c'est un critère suffisant pour donc faire entrer le malade dans le stade diagnostique de goutte. Si le médecin ne constate pas ces cristaux, il devra poursuivre le questionnaire et en portant essentiellement sur les questions cliniques avec le type de douleur, etc., la localisation et les tests de laboratoire dont je vous ai parlé. Donc je continue, là pratiquement on en a parlé. Donc tout à l'heure, en particulier dans les formes atypiques, on peut avoir des problèmes diagnostiques avec l'arthrite septique, les autres arthropathies métaboliques, la chondrocalcinose, le rhumatisme à hydroxyapatite. Et dans le cadre de la goutte chronique, c'est surtout la polyarthrite rhumatoïde qui peut poser problème du fait de ces lésions. Donc il faut bien poser l'anamnèse et examiner le malade. Et bien sûr, il y a les examens complémentaires qui permettent de trancher. Les spondylarthropathies, la sarcoïdose, la maladie de Behçet dans une moindre mesure. Donc là, pour vous parler du traitement, je vais essayer d'être assez brève, mais je voulais juste vous tracer un petit peu le panel de tout ce qui existe actuellement en thérapeutique, d'autant que j'étais bien contente que M. Alami ait parlé donc de l'inhibiteur de l'IL-1β, puisque voilà, les traitements vont un petit peu s'entrecroiser dans le cadre de ces maladies qui sont elles-mêmes amies, puisqu'elles sont souvent associées dans le cadre des syndromes plurimétaboliques. Donc il y a les inhibiteurs de la xanthine-oxydase, à leur tête l'allopurinol, qu'on connaît très bien. Maintenant le fébutoxate ladénurique, qui est également un inhibiteur de la xanthine-oxydase, et l'ulodésine. Alors, tous ces traitements sont efficaces dans l'inhibition, mais bien sûr, il y a des effets secondaires dont il faut tenir compte. Pour l'allopurinol, c'est principalement les réactions cutanées qui peuvent aller jusqu'au syndrome de Lyell et qui posent d'énormes problèmes. Parfois, on est obligé d'arrêter le traitement. Pour le fébutoxate, c'est surtout les effets cardiovasculaires qui posent problème. L'ulodésine est encore en cours d'expérimentation. Les uricosuriques, ils sont très importants à connaître, puisque je vous ai dit tout à l'heure que 90% donc de ces maladies dues aux hyperuricémies sont dues à un problème d'élimination. Donc, il faut aider cette élimination. Et le probénicide est connu, la benzbromarone, le désurique, le phénofibrate et le losartan, qui sont utilisés donc dans les maladies cardiovasculaires, se révèlent également efficaces dans le traitement de la goutte, et ce n'est pas un hasard. Donc, le lésinurate, le zurampic, le vérinurate, tout cela c'est au stade d'expérimentation en Europe et aux États-Unis, l'aralophénate et le tofisopam, la grandaxine. Il y a également les uricolytiques de deuxième génération, la pegloticase et la rasbucase, qui sont tous au stade d'expérimentation. Actuellement, on expérimente également un inhibiteur de l'interleukine 1β pour le traitement de la goutte. Donc, quand traiter un épisode de goutte, bien sûr. Alors, un traitement hypouricémiant, il doit être initié puis maintenu à vie pour tous les patients ayant eu un accès ou deux dans l'année de goutte sévère, du fait de tous les effets dont je vous ai parlé. En l'absence de sévérité, la répétition d'au moins 2 accès par an est une indication d'un traitement hypouricémien. Parce que tôt ou tard, je vais vous le montrer, ces personnes vont développer des complications. Alors, l'instauration d'un traitement hypouricémien lors d'un premier accès goutteux, finalement, il n'est indiqué que chez un patient jeune, de moins de 40 ans, parce que l'espace de temps où il va développer les complications est plus long, c'est évident.
Donc, chaque fois qu'il aura une hyperuricémie, ce n'est pas à 71 qu'on va commencer à le traiter, c'est quand il aura une hyperuricémie autour de 80 ou à plus de 80, pardon. Et dans ces conditions-là, il faut s'aider aussi de la présence de comorbidités. Et vous savez très bien que dans notre contexte marocain, on en trouve souvent. Un patient jeune de 40 ans qui a une uricémie autour de 80 mg, qui déjà commence à avoir une fonction rénale un petit peu défaillante avec un chiffre de créatinine ou une clairance de la créatinine qui commence à baisser, une hypertension artérielle, une cardiopathie ischémique, une insuffisance cardiaque, l'un de ces éléments doit pousser à traiter ce type de patient. Ça exprime à peu près la même chose. C'est les phases de la goutte où on doit traiter, quels sont les buts. En cas de durée asymptomatique, il faut prévenir la survenue de la crise de goutte. Donc ce n'est pas uniquement le traitement médicamenteux, loin de là. C'est surtout les règles hygiéno-diététiques. En cas de goutte aiguë, il faut absolument accélérer au maximum le processus de régression de l'accès aigu. En cas, lors d'un intervalle, l'intervalle entre des accès goutteux ou en cas de goutte chronique, il faut faire un traitement qui va éviter la répétition de ces crises. Je vais essayer d'aller plus vite. En fait, si vous avez un indice VAS de douleur qui est supérieur à 7 sur 10, il faut traiter et il faut commencer un traitement combiné qui comporte en règle générale, en l'absence de contre-indication, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, plus donc de la colchicine, plus ou moins donc du zylorique, et donc corticothérapie, j'en ai parlé. Donc là, c'est pour traiter l'accès aigu. Si l'accès de peine n'est pas supérieur à 7,10, ce n'est pas nécessaire de faire une combinaison thérapeutique, on peut faire une simple monothérapie. Si cette combinaison thérapique est efficace, dans ce cas, il faut compléter le traitement et voir en fonction des cas dont je vous ai parlé, est-ce qu'on va maintenir le traitement ou est-ce qu'on va l'arrêter. Si maintenant il n'y a pas de réponse, là, il faut revoir le diagnostic. Alors, dans la goutte, on ne peut pas parler du traitement médicamenteux sans avoir évoqué en premier lieu la prise en charge au niveau nutritionnel. Et là, ça nous concerne en premier lieu. Donc il faut absolument interdire, et c'est souvent difficile, on en parlait, mais il faut quand même expliquer aux patients les dangers qu'ils courent en prenant donc ce type de viande rouge, mais également en consommant des boissons gazeuses sucrées. Je ne dirai pas les marques, mais vous les connaissez. Nos enfants, malheureusement, sont très friands de ce type de boissons. L'alcool aussi est un facteur pourvoyeur de gouttes. Donc il n'y a pas que les viandes, il n'y a pas que les viandes grasses, il y a d'autres éléments, il y a même des légumes, en particulier les légumes feuillus, mais dans une moindre proportion. Donc il faut limiter, donc interdire ces éléments-là, limiter les fruits de mer et les jus de fruits sucrés, et encourager la consommation de légumes et de fruits. Donc ça rejoint tout ce que l'on dit pour l'ensemble des maladies métaboliques. Donc on n'est pas en contradiction. Ici, c'est juste pour dire que, bien sûr, il faut tenir compte des comorbidités. Il y a des médicaments qu'on ne peut pas utiliser. Par exemple, en cas d'insuffisance rénale, la colchicine est contre-indiquée. Faire attention aux personnes qui ont des gastrites chroniques ou un ulcère peptique. En cas d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle, faire attention donc à l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de stéroïdes. En cas de diabète, on ne peut pas utiliser de stéroïdes. En cas d'insuffisance hépatique, pas de colchicine ni d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ici, c'est un petit peu un schéma des nouvelles thérapeutiques. En fait, c'est va-t-on utiliser la lopurinol ou le fébuxostat. On commence chez nous par la lopurinol du fait du prix et du fait de la disponibilité, mais il faut quand même qu'on sache ce qui est à disposition. Donc on va se baser sur la présence de cristaux d'urate dans le sérum. Bon, ici, vous savez, pour le traitement classique, les moyens, c'était la colchicine. Dès le diagnostic, on passe au traitement et avant, parfois, le dosage de l'uricémie, on n'attend pas parce que c'est extrêmement douloureux. On commence par des doses de gradation et on associe éventuellement, en absence de contre-indication, un anti-inflammatoire non stéroïdien et on amorce une diurèse alcaline.
chose qu'on fait de façon systématique et en l'absence de crise de gouttes chez des personnes qui font des gouttes secondaires qui ont des chances de faire des gouttes secondaires telles que les personnes sous chimiothérapie. Les effets secondaires, là, c'est surtout les troubles digestifs et c'est contre-indiqué en cas de grossesse, et, comme je vous l'ai dit, d'insuffisance rénale ou hépatique sévère. Donc là, c'est pour le traitement de fond. Les règles hygiéno-diététiques sont partie prenante du traitement de fond, avec l'utilisation donc des inhibiteurs de la synthèse de l'acide urique. Comme je vous l'ai dit, les indications, on en a parlé. Donc, ce qu'il faut savoir aussi pour quand traiter, c'est que même si l'instauration d'un traitement hypouricémiant à distance des crises est controversée, elle reste préconisée. Si vous voulez, c'est un target to treat, c'est-à-dire qu'on va traiter au cas par cas. Ça dépend du contexte, ça dépend des comorbidités, ça dépend de la fréquence des rechutes. Et à ce jour, il n'est pas recommandé de traiter formellement pharmacologie les hyperuricémies asymptomatiques. Une personne qui n'a jamais fait de crise, il ne faut pas la traiter. Il faut conseiller les règles hygiéno-diététiques. Donc, s'il y a des comorbidités, là, le problème est différent. Et seuls 10% des patients uricémiques, en fait, ont une goutte. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et de plus, l'hyperuricémie n'est qu'un facteur de risque de goutte parmi plusieurs. Donc, le risque annuel de goutte, en fait, il est de 0,5% pour une personne qui a une hyperuricémie comprise en 70 et 90. Il va être d'environ 5% quand cette hyperuricémie atteint 90 ou plus. Et donc, seuls 22% des patients qui ont une hyperuricémie de plus de 90 feront une goutte. Donc, je pense que ça resitue le problème. Et je pense que ça resitue aussi la place prépondérante des règles hygiéno-diététiques. Donc voilà, l'hyperuricémie asymptomatique, même chez une personne âgée, eh bien, c'est l'activité physique, une alimentation saine, les pilules, le traitement ne viendra qu'en fin de traitement, en fin d'évolution. L'objectif, là je vais finir sur ça, c'est très important, l'objectif c'est d'arriver à un taux de moins de 60 grammes par litre, puisque c'est ce qu'on a l'habitude ou de 6 mg par décilitre chez des patients qui n'ont pas de TOFI, et de moins de 50 mg par litre chez des patients qui ont des TOFI. Voilà, donc là je vais passer aux conclusions, parce que c'est dommage. Pardon. Voilà. Le choix entre, là c'est juste pour dire que le choix entre l'allopurinol ou autre, ben, vous savez, c'est comme choisir entre deux maladies, avec les effets secondaires des médicaments. Donc en sachant que l'allopurinol, c'est une purine qui va agir de façon non sélective, alors que le febuxosate, qui est plus cher, agit de façon sélective. Lequel est le meilleur? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Donc le régime, il est hyper important. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'on doit... Mais je vais peut-être insister sur le fait qu'il faut réduire les fruits oléagineux. Les gens ne le savent pas assez. Pour certains légumes tels que les asperges, les épinards, la rhubarbe, le café fait augmenter l'uricémie. Il y a des alimentations qui sont hypouricémiantes, telles que tous les jus de fruits qui sont à base de cerises, extrêmement intéressantes. Donc, voici des médicaments, des aliments qui sont vraiment préventifs de la goutte. Et j'insiste sur le pamplemousse, que je n'ai pas ici, mais le pamplemousse est un fort inhibiteur de l'IL-1 bêta. Donc pour les boissons, il faut boire des boissons alcalines. Vous connaissez, bon, je ne vais pas faire la publicité de notre boisson alcaline, vous la connaissez. Un apport liquidien de 2 litres par jour et supprimer bien sûr les boissons alcoolisées. Bien sûr, il faut absolument pousser les personnes à maigrir. Donc on va tenir compte de l'âge, de la taille, du poids, de l'activité physique et du stade de la maladie. Donc, je m'excuse, la qualité de la diapositive, c'est la dernière. Je pense qu'elle résume très bien ce qu'on doit traiter le plus tôt possible par une éducation du patient, l'hygiène de vie,
Régler les comorbidités absolument, dans la mesure du possible, et faire après les traitements en cours. Donc les options thérapeutiques sont multiples. C'est soit on commence par la colchicine en cas d'accès aigu de goutte, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la corticothérapie qui peut être utilisée même en infiltration. La dose de corticoïdes par voie orale ne doit pas excéder 35 mg. Donc, s'il y a résolution de la crise, on passe à l'éducation, à l'automédication et on instaure un hypouricémien en combinaison avec la prophylaxie. Voilà, je vous remercie. C'est une récapitulation de tout ce qui concerne l'hyperuricémie. Ça a été fait avec brio, malgré qu'on a rétréci le temps d'exposer. Bravo. Donc, la salle, s'il y a des questions. Merci Madame la professeure Zahraoui pour cette prestigieuse présentation. J'ai deux petites questions. La première, est-ce qu'on traite une hyperuricémie asymptomatique au-delà de 90? La deuxième question, c'est-à-dire devant un accès goutteux, le deuxième, on commence le traitement par la colchicine et l'allopyrinol. Et combien de temps on va garder la colchicine de toute façon, l'allopyrinol, on va le garder à vie. La colchicine. Merci. Je réponds à la deuxième question d'abord. La colchicine, c'est pendant la période de la crise. Dès que la crise régresse, on arrête parce qu'il y a tous les effets secondaires. Donc ça dépend de la durée de la crise. C'est fonction des malades. Il y a des gens qui ont des crises subintrantes. Donc c'est vraiment, vous devez suivre le patient. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne en général, c'est autour d'une semaine à 10 jours. Pour la première question, en général, autour de 90, il y a toujours des problèmes. Mais si elle est vraiment asymptomatique, qu'il n'y a pas de comorbidité, vous pouvez ne... Si elle est asymptomatique, il n'y a pas de comorbidité, vous pouvez, mais à condition de pouvoir suivre le malade, parce qu'il va développer des problèmes. Oui, mais il aura c'est très exceptionnel qu'à 90, il n'ait pas développé un accès de goutte. Madame, à propos de l'hyperuricémie asymptomatique sur le plan articulaire, mais sur le plan vasculaire, au long cours, il y a des phénomènes délétères. Parce qu'au niveau endothélial, il va inhiber la production d'OINO. Il va pénétrer à l'intérieur de la cellule l'urate, par un transporteur l'urate 1. Il va induire des phénomènes de transcription et donner une hypertrophie. Il va stimuler le macrophage pour produire des interleukines. C'est-à-dire, au long cours, il y a des phénomènes délétères sur le plan vasculaire. Et ça peut induire une insuffisance rénale. Oui, vous avez tout à fait raison, mais là, c'est les comorbidités. À tous les coups, vous aurez un problème cardiovasculaire détecté au plan diagnostic. Mais là, les avis ont été très longtemps partagés. Pendant longtemps, on a traité les hyperuricémies asymptomatiques, mais là, on revient dessus à cause des effets secondaires des médicaments. Mais ce que vous dites est tout à fait juste. Et de toute façon, ça fait partie des comorbidités. Donc une hyperuricémie avec des comorbidités, il faut traiter. Même à moins de 90. Excusez-moi, madame, vous avez interpellé tout à l'heure M. Alami s'agissant des ARA2. Vous avez interpellé tout à l'heure M. Alami, cardiologue, en s'agissant des ARA2. En matière des uricoses uriques. Est-ce que vous pouvez développer l'idée, s'il vous plaît? Pardon? Oui, il semble que ça ait un effet uricolytique. Donc c'est en phase d'expérimentation, mais c'est utilisé. Il n'y a pas que les ARA2, il y a aussi le phénofibrate qui semble, donc c'est très utile et très intéressant comme utilisation, il semblerait. Le phénofibrate permet de baisser aussi l'uricémie. Donc tenez-en compte si vous avez un patient qui a un problème, voir si l'uricémie baisse uniquement sous traitement par phénofibrate, ben c'est excellent. Mais ça a été décrit dans certaines séries. Losartan aussi. Je ne sais pas si M. Alami a quelque chose à rajouter. Il est allumé le micro. Vas-y.
S'il vous plaît, l'hyperuricémie intervient dans la maladie athéromateuse. Si oui, par quel mécanisme? Par le mécanisme des effets inflammatoires dont a parlé M. Alami tout à l'heure. C'est-à-dire ça développe complètement la cascade de l'inflammation avec l'intervention des interleukines. Moi, je vois que ça comme mécanisme d'association de causabilité. Sinon, ça intervient dans le cadre de la comorbidité. On vous remercie beaucoup de votre communication. J'ai une petite question pour les hyperuricémies asymptomatiques en cas d'insuffisance rénale chronique. La deuxième, en cas d'allergie à l'allopurinol. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. En cas d'allergie à l'allopurinol, l'alternative maintenant, c'est le febuxostat. Est-ce que ça existe au Maroc? Je pense que pas encore, mais il va être commercialisé. Il va être commercialisé. Moi, je l'ai fait acheter par un malade qui avait des effets secondaires. Il l'a ramené de France en attendant qu'on l'ait ici. Et pour l'insuffisance rénale chronique, moi je travaille avec des amis néphrologues, ils n'utilisent pas la colchicine. C'est extrêmement toxique, sauf quand la personne est en cas de dialyse. Donc là, ils l'utilisent juste après la dialyse. S'il vous plaît. Ils ne traitent pas. Ils ne traitent pas. S'il vous plaît, à partir de quelle valeur de la filtration glomérulaire on peut réduire ou arrêter l'allopurinol? Pardon? À partir de quelle valeur de DVG, la filtration glomérulaire, on peut arrêter ou diminuer l'allopurinol? À ce moment-là, l'allopurinol indiqué dans une néphropathie. En cas d'insuffisance rénale. Oui. À partir de quelle valeur on peut soit c'est la colchicine qui est contre-indiquée. C'est pas l'allopurinol. Pourquoi vous voulez l'arrêter? Il n'est pas contre-indiqué, c'est pour... En cas d'insuffisance rénale. Vous pouvez le garder. C'est bénéfique. C'est la colchicine qui est contre-indiquée. Ça va être la dernière question. S'il vous plaît, cette question s'adresse à vous et à professeur Alami. Est-ce que pour les hyperuricémies asymptomatiques, chez par exemple une coronarienne à 80, à dose maximale de diurétique, est-ce qu'on peut se contenter de diminuer par exemple de moitié les diurétiques, ou on a le droit de, parce qu'ils sont tous sous aspirine, cardioaspirine ou cardiaque, est-ce que on a le droit d'arrêter la cardioaspirine par exemple? Je laisse M. Alami répondre. La cardioaspirine, pour l'arrêter, c'est très clair. S'il est coronarien connu, il ne faut pas l'arrêter. C'est interdit. Voilà, c'est primordial, sinon il va faire un infarctus. Donc les stents et les coronariens, on ne l'arrête pas, sauf quand il y a une hémorragie cérébrale ou une chirurgie urologique qui saigne beaucoup. En dehors de ces deux cas, on ne l'arrête pas, quoi qu'il arrive. Après, ça cause des problèmes de courrier entre les confrères, mais disons que... Moi, je trouve qu'il faut travailler de toute façon en collaboration, un coup de fil, et puis on... Les diurétiques, il n'y a pas de problème. Heureusement qu'il y a d'autres classes thérapeutiques pour l'HTA et qu'on peut les arrêter. On les arrête complètement, on change de classe, si ça dérange. On n'a pas le choix. S'il faut absolument vider des œdèmes, il faut chercher leur cause, pourquoi il a des œdèmes, et traiter la cause. Parce que il faut qu'on en parle un jour, peut-être dans un sujet à part. Vider les œdèmes, il faut qu'on cherche l'étiologie, qu'on la traite, et puis ça s'arrangera. Parce que si vous donnez le diurétique pour vider, et que chaque fois vous arrêtez, ça va reprendre. Donc, il vaut mieux chercher l'étiologie. On ne peut pas mener des... خد micro. Là, pour que tout le monde en profite de votre intervention. Une seule question. Souvent, sur le plan pratique, il y a des patients qui sont déjà sous diurétique et tout ça. Et on trouve des hyperuricémies. Il y a des collègues ou bien des confrères néphro ou bien cardio qui laissent les diurétiques alors qu'ils sont à 110 ou bien 120 avec des crises de gouttes. Qu'est-ce qu'on fait?
change le... C'est une situation à laquelle on est confronté presque tous les jours. Il a une hyperuricémie, il est sous diurétique et on nous demande, bon, le malade lui-même est demandeur. Voilà, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux situations. Un, c'est un jeune qui a une HTA, qu'on peut changer le médicament, diurétique, ou là on le change avec un IEC, et puis pof, si le diurétique n'est pas obligatoire. Maintenant, il y a des insuffisants cardiaques, parfois ils font des poussées d'œdème du poumon et on doit le laisser sous l'azilix un certain temps. Il n'y a pas le choix. Il y a d'autres où des HTA résistantes qui ont besoin de 4 médicaments et dont l'un d'eux sera un diurétique. Si on l'arrête, la tension va remonter. Dans des situations où il n'y a pas le choix, eh ben, on discute avec les confrères comment on peut traiter cette hyperuricémie en laissant le diurétique. Ou bien on peut le changer, c'est pas important, HTA légère, modérée, personne non compliquée, ou bien on ne peut pas, parce que c'est une insuffisance cardiaque avancée, c'est une HTA résistante, je ne peux pas l'arrêter. Si je l'arrête, il va faire un AVC. À ce moment-là, bon, il faut traiter l'hyperuricémie correctement, c'est tout. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a une solution à tous les problèmes. Il suffit de prendre le temps de parler. Je vous assure que les choses s'éclairent beaucoup plus quand on parle avec le cardiologue, donc le collègue, et c'est une question de, comme a dit M. Alami, de cas par cas. Et il n'y a jamais de situation où c'est irrémédiable et on trouve toujours une solution. Il suffit de... Donc, merci Madame Majida Zahraoui et Sima Daoud. Donc on passe...